Téléspectateurs de Mandé TV, bonjour, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver encore une fois sur votre plateau Entretien Brut, le plateau sur lequel on fait un décryptage de l'actualité de la semaine avec des confrères journalistes très souvent et aussi avec des invités. Pour le plateau d'aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir des invités sur ce plateau, des spécialistes qui s'y connaissent pas mal sur la question, vous verrez très bien. Il s'agit comme invité, notre premier invité est Monsieur Cheikh Fanta Madi Traoré. Il n'est pas un inconnu de ce plateau. Il est économiste de formation, consultant, gérant associé du cabinet d'audit FIBA Africa Consulting. Monsieur Traoré, bonjour. Bonjour Madame Fatima. Bienvenue sur ce plateau encore une fois. Merci, c'est un honneur pour moi d'être à nouveau sur le plateau de Mandé TV. Deuxième invité sur ce plateau est Dr Boulaye Keita. Il est enseignant, chercheur, consultant. Il est spécialiste sur les questions migratoires. Monsieur Keita, Dr Keita, disons. Hein. Voilà. Vous êtes un habitué de Mandé TV, mais pas très souvent sur ce plateau. Tout à fait. Plutôt sur le plateau à thématique réflexion politique. Bienvenue. Merci beaucoup et très heureux d'être là. Merci pour l'invitation. Sans plus tarder, nous allons prendre nos dossiers. On va voir ce qui se passe à l'horizon. Le premier dossier qu'on a, et l'actualité brûlante même, on le dira, c'est la deuxième session ordinaire annuelle du Conseil des ministres de l'Union économique monétaire ouest-africain qui s'est tenue à Lomé le 11 juillet dernier. Voilà, il s'agissait aussi de pouvoir installer une présidence tournante qui n'a vraiment pas été effective. On en parlera sur ce plateau. Mais avant ça, nous allons un petit peu faire un rappel sur le contexte de création et quels sont réellement les objectifs de l'UEMOA. Monsieur Traoré, vous pouvez nous édifier là-dessus? Merci Madame Fadima. Je salue tous les téléspectateurs et particulièrement de Mandé TV. Et c'est un réel plaisir que d'être à nouveau et d'échanger avec certains collègues sur la question, les questions des sujets d'actualité. Bon, vous le savez autant que moi, depuis bientôt quelques jours, au niveau des réseaux sociaux, au niveau des plateaux de télé et même au niveau du public dans les grains, on discute beaucoup effectivement de la question relative effectivement au Conseil des ministres de l'UEMOA qui s'est tenu à Lomé. Et suite cette réunion, semblerait effectivement que la présidence qui était une présidence tournante du Conseil des ministres n'a pas été attribuée au Burkina Faso. Donc, mais jusque-là, moi, je n'ai pas encore reçu de déclaration officielle ni du Burkina, ni de la Côte d'Ivoire, ni des autorités de l'AES. Bon, il y a eu beaucoup de spéculations. Bon, peut-être que d'autres ont eu quand même connaissance des déclarations officielles, mais moi, pour le moment, je ne l'ai pas eu. J'ai essayé d'approcher certains collègues, effectivement, qui étaient là-bas, les anciens collègues qui étaient là-bas en tant que collaborateurs proches du gouverneur de la Banque centrale, bon, qui n'ont pas voulu quand même beaucoup discuter de la question. Mais ce que je pourrais dire déjà, je pourrais peut-être vous vérifier de ce que c'est que l'UEMOA. Il faut que les gens comprennent parce que je trouve qu'il y a beaucoup de confusion. Et même au niveau de certains spécialistes. Mais en fait, l'UEMOA, il ne faut pas confondre l'UEMOA à l'IMOA. L'UEMOA, c'est-à-dire l'Union économique monétaire ouest-africaine. Il y a également l'IMOA, Union monétaire ouest-africaine. Mais nous allons parler du Conseil des ministres de l'UEMOA, Union économique monétaire ouest-africaine. C'est une institution à but d'intégration économique qui a été créée dans le cadre des mesures d'atténuation des effets de la dévaluation intervenue en 1993-94. Donc en janvier, c'était dans le cadre des mesures d'atténuation des effets de la dévaluation du franc CFA. Vous savez qu'avant la dévaluation, la décision de dévaluation, il existait déjà l'IMOA, l'Union monétaire ouest-africaine, qui avait été instituée depuis 1962. Donc il n'y avait pas de siège, c'était une instance. Il y avait la conférence des chefs de l'État
Il y avait le Conseil des ministres, il y avait d'autres structures, mais il n'y avait pas de siège en tant que tel. C'était une réunion tournante. Chaque pays, donc on désignait, la BCEAO désignait des pays qui doivent abriter les réunions de l'UEMOA, Union monétaire ouest-africaine. C'est lorsqu'il y a eu la création de l'UEMOA, Union économique monétaire ouest-africaine, donc dans le cadre des mesures d'atténuation, le siège a été institué au Burkina. C'est l'ancien siège de la CEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui abrite le même siège. Donc, et a été institué en tant qu'organisation à but d'intégration économique. Il y a ce qu'on appelle les organes. Il y a la conférence des chefs de l'État, il y a le conseil des ministres, il y a la cour de justice, il y a la cour des comptes. Il se trouve que déjà, au niveau de la désignation du président de la commission de l'UEMOA, parce que c'est des commissaires, chaque État désigne des commissaires, et c'est au sein des commissaires que le président est élu. Donc le premier président qui a été institué, qui a été élu, nommé, ça c'est le Sénégalais Ousmane Seck, qui était au niveau de la BIT. Mais il faut que je rappelle à l'auditoire, à l'ensemble des États, disons à l'ensemble des pays de l'UEMOA, la constitution de l'UEMOA, la commission technique était résidée ici à Bamako. Le président de la commission technique était notre premier ministre Feu Mamadi Sidibé, qui était à l'époque directeur national de la BCEAO, donc qui a été le président du comité technique pour instituer ce qu'on appelle l'UEMOA. Et donc l'UEMOA a été institué, le siège au Burkina. On devrait quand même donner quelqu'un pour être le président de la commission. Donc il revenait au Mali, en République du Mali, de désigner quelqu'un. Mais à l'époque, le président de l'époque a préféré un autre candidat, en la personne de Younousi Touré, comme commissaire. Depuis là, il y a eu une mésentente entre les États, la Côte d'Ivoire et les autres qui voulaient effectivement que ce soit un des leurs, un Malien, mais qui est de la BCEAO, qui était président du comité technique. Parce qu'il y a un lien important entre les membres, c'est-à-dire entre les gens de la BCEAO. Donc, comme le président Alpha à l'époque n'a pas voulu que ce soit le candidat Mandé, finalement, les autres pays sont coalisés pour désigner un Sénégalais. Le Sénégalais étant, à l'époque, c'est la BCEAO qui finançait le budget intégralement de la commission de l'UEMOA. Donc, à l'époque, le président, le gouverneur de la Banque centrale, son nom c'était Charles Konan Banny. Il y a une forte personnalité qui s'imposait aux autres. Donc, lors des séances, des réunions, lui voulait s'imposer en tant que président. Alors que la commission de l'UEMOA a été battue de telle manière que la charpente au sommet, c'est la commission de l'UEMOA. Il y a des organes de ce qu'on appelle les institutions spécialisées qui sont la BCEAO et la BOAD. Donc, normalement, le président des séances, la présidente de la séance revenant au président de la commission de l'UEMOA. Comme ils ont voulu imposer, le gouverneur de la Banque centrale a voulu s'imposer compte tenu de son rôle dans le financement. Donc, Ousmane Seck a démissionné. Finalement, c'est un autre Sénégalais qui est arrivé, Camara, qui a pris la présidence. Il a fallu par la suite que notre compatriote, encore paix à son âme, Soumaïla Cissé, qui est venu, qui a une forte personnalité, qui s'est imposé au gouverneur de la Banque centrale pour dire que lui, en tant que président de la commission de l'UEMOA, lui, il est le patron de toutes ces institutions. Donc, c'est la présidence lui revient. À cet effet, il a même rappelé au gouverneur de la Banque centrale, alors, Charles Konan Banny, que M. Banny, je suis votre patron parce que même vous savez, même lorsqu'on vous a nommé gouverneur, c'est moi qui ai signé votre décision de nomination. Parce que c'est le conseil des ministres qui nomme le gouverneur. Donc, Soumaïla Cissé a fait avancer beaucoup la commission de l'UEMOA. Vous avez vu que tout le travail abattu jusque-là, c'est le fait de Soumaïla Cissé. Donc, c'est pour vous dire quelque part que, contrairement à ce que les gens véhiculent, la commission de l'UEMOA arrive à ce moment, c'est dû au travail acharné
de l'équipe qui a été mise en place par Feu Soumaïla Cissé. Donc, il s'est avéré que, comme je vous ai parlé, de 2 organes importants. D'abord, pour l'émission et la politique monétaire, là, c'est la Banque centrale. Et pour le financement du développement, c'est la BOAD. Il se trouve que, comme vous le savez, dans les statuts de l'IMOA, la présidence est tournante par ordre alphabétique. Par ordre alphabétique. Le Mali a été par le passé, le Bénin a été par le passé, la Côte d'Ivoire. Avant, c'était le Bénin avec Ouadani, qui a été même primé comme étant l'un des meilleurs ministres. Après, Monsieur Traoré, avant de revenir sur cette présidente qui fait grand bruit, c'est vrai qu'on n'a pas de communiqué officiel comme quoi il y a réellement quelque chose, mais les journalistes étaient sur place et les spécialistes étaient sur place et il paraît que les ministres de la CEDEAO ont claqué la porte. On va revenir là-dessus, mais avant cela, on veut savoir de quoi s'agit-il réellement dans les travaux. On a cru comprendre qu'il y avait plusieurs chantiers, notamment des chantiers communautaires. C'est de quoi il s'agit et je crois bien qu'il y a aussi l'examen des comptes annuels qui doit se faire. Il y a aussi des adoptions qui se sont faites. En réalité, c'est quoi? De quoi il s'agit vraiment des issues? Voilà, pour comprendre d'abord quel est le rôle du Conseil des ministres. En fait, c'est ça le plus important. Sinon, c'est la conférence des chefs d'État qui définit les orientations de la Commission. La mise en application pratique, c'est le Conseil des ministres qui donne des directives. En fait, c'est le Conseil des ministres qui est présent. Donc, le président, celui qui préside, celui le patron, et de la BOAD et de la BCAO. Donc, tous les documents officiels, la mise en pratique des politiques, la mise en œuvre, relève effectivement de la compétence du Conseil des ministres. Donc, le président, la présidente tournant le pays qui a la présidence, celui qui a droit à toute la documentation nécessaire. Il y va de soi, les autres sont informés. Mais conduire la politique, c'est lui qui est à la base. Moi, je pense que personnellement, là, ça n'engage que moi. Parce que les décisions sont prises. C'est un gentleman agreement. C'est un consensus. Toutes les décisions sont prises par consensus au niveau. Donc, il n'y a même pas question de vote. Ça a toujours été comme ça. Et je ne sais pas pourquoi, cette fois-ci, un pays, c'est pourquoi je veux savoir quel est l'argument qui a été avancé pour dire que le Burkina n'a pas droit à la présidence tournante. Et c'est pourquoi j'ai insisté sur le communiqué. C'est-à-dire qu'officiellement, il n'y a même pas eu de communiqué pour le moment, d'abord. Bon, là, quel est le communiqué des autres États? Je ne l'ai pas eu encore. Donc, parce qu'il n'y a pas d'argumentation. Parce que nous sommes dans une institution. Il y a les traités, il y a les statuts. Et j'ai toujours dit sur ce plateau, nous sommes donnés des règles de fonctionnement. Si nous sommes des démocrates, il faut qu'on respecte ces règles-là. C'est pas parce qu'on ne peut pas être en cours du match et changer les règles. Et l'article 11 dit que la présidence est tournante chaque 2 ans. Donc le pays qui suit de façon l'ordre alphabétique doit prendre la présidence. Donc, mais je me dis que j'ai ma petite analyse à mon niveau. Parce que avant de l'avancer, j'aimerais bien laisser aussi la parole un petit peu à Dr Keïta. Qu'est-ce qu'il en pense? C'est vrai, vous n'êtes pas totalement du même domaine que tout à fait. Monsieur Traoré, mais vous avez un regard quand même. Merci, mais en tout cas, M. Traoré a donné des éclairages. Et je pense que tout le problème, c'est là, parce que du moment que les textes sont clairs, et essayer de outrepasser ces textes-là pour X ou Y raison, ça peut poser des problèmes. Alors que ça reste quand même un outil d'intégration efficace. Hein. Il a rappelé tout ce que ça peut faire. Et le rôle de la présidence, je pense que c'est un rôle diplomatique. C'est un rôle diplomatique. Et aussi, la présidence peut quand même engager des projets communautaires qui vont dans le sens de tout le monde. Et c'est des projets qui profitent à tout le monde. Du moment qu'il n'y a pas d'autres dispositions qui contredisent ça, moi je pense que dans le contexte actuel, nous sommes dans un monde globalisé. Et ça ne sert absolument à rien de créer d'autres tensions en fait. Les textes sont clairs. Et du moment que ces textes sont clairs, comme vous l'avez dit, pourquoi ce silence? Alors que tout le monde sait qu'il y a quand même quelque chose. Mais il y a un silence.
nulle part il y a un communiqué qui dit voilà. Maintenant, vers où nous allons aller? Je pense quand même qu'il est bon de sortir de cette situation pour ne pas arriver à un blocage de l'institution et appliquer les textes. Et l'application des textes, c'est quand même donner vraiment au Burkina d'assurer cette présidence qui peut encore nous permettre de garder la cohésion au sein de l'institution parce qu'on en a besoin. Et je pense que c'est une responsabilité lourde pour l'ensemble de ces pays aujourd'hui de garder la cohésion au sein de cette institution qui pourra permettre effectivement à l'ensemble de la communauté d'en profiter. Mais si encore pour X ou Y raison, on essaye, parce que là, si ce n'est pas le Burkina, ça va être qui? Voilà. Donc, c'est encore des questions qui sont là. Mais du moment qu'il n'y a pas de communiqué nulle part officiel, nous imaginons, moi je pense, en tout cas moi je l'espère bien, que cette présidence peut-être, le Burkina va assurer cette présidence dans l'intérêt de la communauté. Ok, Traoré, vous avez votre petite idée. Je reviens vers vous par rapport à cette idée qu'on aimerait bien savoir. Comme a dit le docteur, en fait, ils veulent dire tout simplement que la Côte d'Ivoire conserve toujours la présidence. La Côte d'Ivoire a passé 2 ans. Donc, les autorités, peut-être que les autres veulent que ça soit toujours la Côte d'Ivoire qui conserve la présidence. Mais est-ce que c'est faisable? Ce n'est pas dans les textes, c'est pas faisable. C'est ça, les textes disent que... Il n'y a pas de cas de force majeure aussi. Non, il n'y a pas de cas de... C'est pourquoi je vais vous expliquer en fait ma petite histoire, ma petite idée de la question. Vous savez que, comme je vous l'ai dit tantôt, le président du Conseil des ministres, celui qui doit mettre en œuvre les politiques d'orientation définies par la conférence des chefs de l'État, lui peut instruire aux 2 institutions, par exemple, la BCEAO et la BOAD, de lui fournir toutes les informations utiles. Il y a certaines informations utiles qui sont confidentielles. Vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, le bruit court partout, que les pays de l'AES veulent créer leur propre monnaie. Ça veut dire qu'ils vont quitter les mois. Justement, j'allais vous poser cette question en vous disant, est-ce que c'est pas ce projet en fait, qui peut-être justement, crée cette crise? Parce que, en tant que président du Conseil des ministres, il peut instruire au gouverneur de la Banque centrale, qui est un Ivoirien, M. Brou, de lui faire le point de toutes les structures de la Banque centrale, la BCEAO, leur répartition. Ça, c'est les structures, c'est-à-dire que les biens meubles. Parce que quand on doit quitter une structure, on doit s'entendre sur le partage et la prise en charge et tout. Il y a d'abord les structures, les biens meubles et immeubles, les engagements des États. Pour ce qui concerne les engagements de l'État, ça c'est déjà connu. Ce que chaque pays doit à la BCEAO, les dettes monétaires, ça c'est déjà connu comptablement, il n'y a pas de problème. Mais personne, et je dis personne, ne peut vous dire actuellement quelle est la quantité d'or, par exemple, qui est une des contreparties importantes de la masse monétaire en circulation et qui confère la garantie de la convertibilité internationale. Donc vous pensez que c'est cette crainte qui fait que... Entre autres, et je m'en vais vous dire une chose, vous êtes malienne, mais vous connaissez la sous-région. Quelle est l'infrastructure ici de la BCEAO au Mali, ici que vous connaissez? À part l'agence. À part l'agence, on ne doit rien du tout. Il y a une à Mopti, c'est vrai. À Sikasso, ils viennent de créer à Konaka. Et là, c'est les banques centrales, c'est des agences auxiliaires. Ça, c'est des banques. Mais est-ce qu'il y a autre chose? Or, la Banque centrale détient d'autres structures aussi importantes. Moi, je me fais soigner à Abidjan, dans un centre clinique hospitalier créé par la Banque centrale. Qui existe à Abidjan, mais qui n'existe pas, par exemple, au Mali ou ailleurs. Alors que c'est bien communautaire. Voilà, ma pension retraite est payée par une caisse qui s'appelle CRAE, caisse de répartition, caisse de retraite de répression des gens, qui se trouve à Abidjan. Un immeuble de combien de milliards, avec des personnels qui est bien notés, tout. Il y a des enjeux importants. Le groupe médical du plateau, c'est des centaines de milliards qui ont été investis à Abidjan. Il y a également en Côte d'Ivoire
plus de 9 BCAO, agences auxiliaires. Alors, À Boaké, ils viennent de créer encore. Monsieur Traoré, que peuvent être les conséquences de cette Donc, crise? Il y a les centres de tri. Donc, dans ces cas, il faut que les gens fassent les points. L'évaluation. C'est seul le président du Conseil des ministres peut commettre une étude pour faire l'évaluation. L'état des lieux. L'état de lieu. En attendant. Parce que les gens de l'AE savent que, les pays de l'AE savent qu'en retour, la première des choses que les autres vont demander, c'est le remboursement des dettes contractées vis-à-vis de la BCAO et des institutions de financement. Sans savoir que, parce qu'au niveau de la Banque centrale, c'est le capital à même niveau. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui a plus que l'autre, non. Donc, maintenant, c'est pour éviter cela. Parce que la Côte d'Ivoire s'est accaparé toutes les structures, pratiquement. Et donc, il faut évaluer ça. Il y a également la situation de notre compte au niveau, nos parts dans les réserves en devises et en or et en DTS. Donc, il faut que là, ça soit clarifié. Ça, c'est deux. Les patrimoines mobiliers ou autres, là, les investissements qui sont faits aussi. Seul le président, sinon un seul ministre, ne peut pas se permettre de donner ces instructions. Mais le président du Conseil des ministres a ses pleins pouvoirs. Vous avez sans doute vu qu'avec la CEDEAO, la sortie de la CEDEAO, l'état de lieu, on n'a pas pu faire l'état des lieux. C'est pourquoi j'ai dit que jusque-là, je défie quiconque. La CEDEAO n'a jamais fait d'infrastructure. Qu'est-ce qu'il y a ici au Mali? Vous n'en avez même pas. Alors, pour rester toujours dans ce même sujet-là, docteur Keita, est-ce que les États de la CEDEAO n'ont pas fait un petit faux pas en annonçant peut-être cet éventuel projet de sortir? Moi, je pense aussi. Parce que là, en réalité, c'est vrai, les pays de l'Est, ils ont le droit de réfléchir, ils sont en réflexion. Normal, voilà, c'est ce qui est tout à fait normal. Mais c'est vrai, ils ont des idées derrière, parce qu'il n'y a pas d'argument solide encore, voilà. Aucun argument solide n'a été avancé. Mais c'est effectivement, je pense qu'en prenant un certain nombre d'hypothèses pour l'avenir, mais c'est quand même nécessaire. Tout à fait. Je pense que c'est quand même nécessaire de faire cette évaluation pour savoir vers où et quelle est notre contribution, vers où nous allons. Mais vous imaginez tous les biens aujourd'hui qui disposent de cette institution qui sont concentrés pratiquement dans un pays ou bien dans quelques pays. Ça pose problème. Mais je pense que c'est une fuite en avant. S'ils veulent encore la cohésion au sein de cette institution, c'est de laisser tout simplement le Burkina assurer la présidence, quitte à demander effectivement qu'il y ait un état des lieux de tout ce qu'il y a et au profit de l'institution. Ce qui est tout à fait normal. C'est même une question de transparence dans ce partenariat en fait régional. Voilà, Fadima, excusez-moi. Monsieur Keita, oui, allez-y. Il faut que je précise des choses. Oui. Je vous ai parlé des structures qui existent. Vous savez que la bourse des valeurs, la bourse, c'est pour l'IEMOA. La bourse se trouve en Côte d'Ivoire. L'une des institutions les plus importantes que les gens ignorent, qui s'appelle l'autorité financière, qui était à qui autorise ce qu'on appelle les GI là, se trouve en Côte d'Ivoire. En fait, à ce que on peut comprendre ici, c'est que la Côte d'Ivoire préside et évidemment, elle arrive à se mettre bien, pour parler aussi facilement. Mais imaginez les moi, j'ai deux questions par rapport à ça, Monsieur Traoré. La première, c'est de savoir comment se fait-il que nos autres pays, avec des ministres en charge des finances et d'économie, n'ont pas pu voir cela et anticiper cela? Ça, c'est une première question. Et la deuxième question, c'est de se dire, vu cette situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que les pays de l'AES sortent, mais s'ils sortent, ils sortent avec beaucoup de pertes, ou bien c'est même envisageable cette sortie ou pas? Voilà. Mais ça, c'est une très bonne réflexion. Vous savez que je ne veux pas personnaliser les choses. Je suis resté 32 ans à la Banque centrale. Je fais partie des premiers cadres lorsque le Mali a fait son retour à la BCAO. Donc en 1984.
Ils ont organisé un cours. Je fais partie des premières promotions. Nous sommes 10 cadres à l'école de la Banque centrale qui s'appelle le COFEB. Et je peux vous dire, nous sommes avec des Sénégalais, des Ivoiriens, tout. Mais des pays comme le Mali, des pays comme le Niger ont toujours été à la traîne, même les cadres. Je ne sais pas pourquoi, malgré leurs compétences, leur niveau et tout. Mais ce que les gens doivent reprocher d'abord aux cadres, vous savez qu'au niveau de la Banque centrale, le vice-gouverneur est un Burkinabé. Il y a 2 vice-gouverneurs. Un vice-gouverneur nigérien, un vice-gouverneur burkinabé, un vice-gouverneur nigérien. Mais ces gouverneurs sont inféodés au gouverneur et au président de la République de Côte d'Ivoire, qui a été le gouverneur de la Banque centrale. Ils rendent plus compte aux autorités ivoiriennes qu'à leur propre pays. Alors, est-ce que ça Est-ce qu'il n'y a marche pas besoin aussi d'un soutien politique de ces cadres dans les institutions? Là, je vais vous dire, même là, quelqu'un qui affiche un certain nationalisme, tellement au niveau de la Banque centrale, vous n'avez pas de chance d'arriver à un certain niveau. Vous déconnectez totalement. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, Mandé Sidibé, paix à son âme, a été mon patron, était plus proche du gouverneur que des autorités ici. Maliennes ici. C'est lorsque c'est après qu'il est revenu en des meilleurs sentiments. Sinon, nous avons reçu des instructions concernant le traitement des faveurs pour le trésor malien, surtout lorsqu'on organisait la CAN 2002. Bon, c'est une école qui fait que les gens sont plus proches de la banque que de leur pays. Bon, en fait, si vous voulez aller très loin, en fait, mes autres collègues bantantes, ça a toujours été mon combat. Bon, malheureusement, je pense que même le fait que le gouvernement, c'est-à-dire qu'il y ait des problèmes actuellement, pourquoi ne pas donner la présidence confiée au Burkina? Normalement, le vice-gouverneur burkinabé qui est là-bas. Et puis les cadres burkinabés qui sont là-bas à des niveaux de responsabilité. Ils doivent déjà faire pression. Pourquoi ne pas pris l'ancien premier ministre du Burkina, Paul Tcheba, était directeur des opérations, c'est un ami. Pourquoi ils n'ont pas pris les informations pour donner à leur pays? Ils ne le feront jamais. Ça, c'est la responsabilité. D'accord. Allez, ma deuxième question alors, pour clore ce chapitre. Oui. Ma deuxième question. Quel avenir par rapport à cette crise? Est-ce que les pays de l'AES doivent sortir de l'UEMOA? Est-ce qu'ils peuvent même sortir de l'UEMOA? Non, ça c'est même une obligation. Ils vont sortir. Les pays de l'AES vont sortir. Et créer la monnaie, oui, avoir une réserve de devises assez conséquente. Mais oui, ils vont sortir. Non, conséquent, ça c'est autre chose. Ok. Parce que les gens posent pas mal les problèmes. Si vous prenez un petit pays comme la Gambie qui a sa monnaie, est-ce qu'il y a autant de devises? Si vous prenez par exemple la Sierra Leone, si vous prenez par exemple les Cap-Vert, non. En fait, nous sommes dans une structure qui fait que il y a ce qu'on appelle les parrainages et également qui est là, avec qui vous commercez. Vous savez, on n'invente pas la roue. Tant que vous avez des ressources, tant que vous avez de l'or, tant que vous avez du coton à exporter, tant que vous avez des matières premières, vous aurez des bailleurs derrière vous. Et c'est ça qui fait la stabilité de votre monnaie. C'est pourquoi j'invite les gens à mettre beaucoup l'accent sur une meilleure organisation de ces filières-là. Et là, c'est sûr, si vous voyez même la Banque centrale, quand la BCAO parle en matière de réserve, on parle que la banque dispose de 6 mois de réserve qui permettent de faire importer, c'est-à-dire des quantités de réserves qui nous permettent d'importer pendant 6 mois sans difficulté. Moi, je pense que s'il y a une saine gestion de la filière coton et de l'or, on peut avoir plus de 2 ans de réserve d'exportation pour faire face à nos problèmes. Et c'est ce qui constitue la contrepartie de la masse monétaire. Maintenant, techniquement, vous avez vu que lorsqu'il y a eu la guerre avec l'Ukraine, la Russie et l'Ukraine, les États-Unis il y a ce qu'on appelle un réseau mondial qui s'appelle le SWIFT, Society Worldwide Financial International Telecommunication. Tous les transferts passent par ce réseau SWIFT.
c'est pour les Américains. Le serveur se trouve en Belgique. Ils ont déconnecté ces pays-là. Mais comme c'est des pays développés, qu'ils avaient leur propre réseau, ils ont commercé dans d'autres devises autres que le dollar. Or, tout ce que nous faisons actuellement, malheureusement, c'est dans les devises des pays occidentaux, en dollars, en euros. Donc, nous sommes obligés de passer par le SWIFT. Mais ce n'est pas parce que nous ne sommes pas avec la France, mais avec les autres, que le SWIFT va nous réviser. Il suffit simplement, c'est des commerçants. Il suffit simplement de les proposer. Peut-être que les conditions de faveur qui faisaient... Monsieur Traoré, ça a l'air très facile à vous entendre, mais jusque-là, les Maliens, quand même, attendent à ce qu'on sorte du franc CFA, je pense. Oui. Vous savez que le Mali était sorti du CFA, mais pas de la zone autant de Modibo. Oui, on connaît ce que ça en est donné aussi par la suite. Hein. Oui, mais ça, c'est la gestion monétaire. La Guinée est sortie. Parce qu'il y a une certaine rigueur, c'est ce que j'ai dit. Il n'y a personne en Guinée pour gérer la monnaie. Vous savez que la Guinée, contrairement à ce que les gens pensent, l'amplitude de variation entre le franc guinéen et le dollar, ça dépasse à plus ou moins 2,5% pendant des années. Parce qu'il y a une saine gestion, effectivement, de la monnaie. C'est lorsque vous prenez la monnaie, vous créez de la monnaie pour faire face aux dépenses, il y a un qui crée l'inflation. L'inflation est mauvaise pour la valeur de la monnaie. Mais s'il y a une discipline monétaire, je pense que ça peut sauver. Mais tout simplement, moi, je pense que qu'est-ce qui retarde un peu la création de la monnaie? Vous savez, c'est cette question technique-là que je viens de dire. Tout simplement, il faut faire l'évaluation. C'est-à-dire que le bilan de tout ce que nous détenons, parce que la Bissau, c'est pour nous tous. Même la Guinée-Bissau que vous voyez, ça n'a pas égal du capital. Donc, est-ce que nous allons sortir et laisser la CRAE, la clinique, les centres aérés, plutôt les centres de tri, ils viennent de m'inviter plus de 40 milliards dans un centre de tri. Il n'y aura même pas de tri, finalement, il n'y aura pas de bonnes dames pour faire des tri. La Côte d'Ivoire a fait tout ça là-bas pour eux. Donc, ils prennent les pieds que nous prenons ici. Au lieu de faire les tri à la Bissau, ils vont envoyer ça jusqu'à Abidjan. Ça crée de l'emploi. Ça crée de l'argent pour la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi la question était fondamentale quand vous dites que comment nos cadres, nos dirigeants ont laissé faire tout ça. Et les cadres qui sont là-bas au siège n'ont rien dit. Parce que c'est seulement au Mali que vous allez voir, il y a une concurrence entre les agents de la Bissau et les agents du ministère des Finances. Ils ne veulent même pas sentir les agents de la Bissau. Alors que dans les autres pays en Côte d'Ivoire, ils sont comme ça, ensemble. Il y a une bonne politique qui fonctionne. Ça, c'est au Niger également. Voilà, vous avez vu que le Niger, ils ont pris les directeurs nationaux, ils ont mis en prison. Ça c'est fait. Ça, c'est une politique délibérée. Bon, je ne sais pas pourquoi, comment c'est arrivé à ce mot. L'actuel ministre conseiller du président de la République, c'est un agent de la Banque centrale, un cadre moyen qui a gravi les échelons. Et ils ont toujours sont rapprochés des cadres. Mais ici, c'est autre chose. Excuse-moi, on a l'impression que vous êtes là à la course pour leur poste. Et c'est ça qui affecte les pays. Et c'est ce que nous vivons actuellement. Sinon, en principe, ils devraient avoir toutes ces informations à leur disposition. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, M. Traoré. Vous nous avez dit pas mal. En tout cas, ce sujet, on va le suivre de très près avec votre intervention qu'on va vraiment volontiers devoir avoir. Donc, on verra si les pays de l'AES décident réellement de sortir. Comment est-ce que vous expliquez que jusque-là, le poste de président, du gouverneur de la Banque centrale vient à la Côte d'Ivoire? Ce n'est écrit nulle part. C'est juste l'influence politique. Et je vais vous dire qu'en 2011, il était décidé maintenant que ça va tourner. Et c'est ce que c'était les élections en Côte d'Ivoire. Le président Babo, donc le poste devrait revenir à notre pays après la Côte d'Ivoire. Mais le président Babo a sollicité les faveurs des autres présidents. Ils disent que je viens d'une situation difficile. Si je perds le poste, ils vont dire voilà, que le gouvernement ne vaut rien. Donc je vous prie de me laisser juste 2 ans. Salko Nambane avait été nommé Premier ministre, donc il dit que laissez-moi quelqu'un d'autre à la place. Il a nommé Dakouri Tablé 2 ans, avec l'aide des ATT et autres là. Mais entre-temps, ils ont sauté Laurent Gbagbo. Alassane est venu, le président Alassane. Et quand il est venu, il a enlevé Dakouri Tablé.
son vice-président qui s'appelle Tchemromi, l'autre connaît, il a mis là-bas. C'était juste pour finir les 2 ans de mandat. Mais lui, il a fait un mandat renouvelé. Les chefs d'État étaient où? C'est la bonne question, d'ailleurs. Moi, je me suis déplacé. C'est la bonne question, il faut se dire. Moi, j'ai vu le Premier ministre ici. J'ai été à Koulouba, j'ai vu d'autres conseillers. De ne pas accepter cela. Tant qu'on reste inactif, bien sûr, c'est quelque part on consent, sans le dire verbalement, mais on le consent. M. Brouk quitte la CEDEAO, il vient maintenant à la BCEAO comme gouverneur. Merci beaucoup, M. Traoré, pour cet éclairage, ce décryptage là, de ce sujet-là. On verra ça de très près si les pays de l'AES décident de quitter réellement l'UEMOA, comme ça a été fait avec la CEDEAO. On verra bien, on suivra de très près les répercussions. Le constat sera très visible en tout cas. On va prendre notre deuxième sujet sur les inondations. Voilà, le Mali, on est en période hivernale, il y a quand même des pluies, il y a des fortes pluies. Malheureusement, il y a quand même aussi des victimes. Il y a déjà eu 10 décès annoncés par le comité interministériel de gestion de crise et catastrophes dernièrement, le 11 juillet dernier, avec à peu près 708 sinistres. Voilà. Cette situation, c'est un sujet qu'on essaie de regarder notamment par rapport aux déchets, surtout à l'assainissement. Docteur Keita, quel est votre avis par rapport peut-être à la politique même qui est mise en place? Merci beaucoup. C'est vrai que ces dernières années, effectivement, nos pays, nous vivons dans des situations d'inondation pratiquement. L'année dernière, on a vu ici ce qui s'est passé ici au Mali, mais un peu dans la sous-région. Je pense qu'il faut aussi expliquer, c'est des phénomènes qui sont liés au changement climatique, où on a des saisons aléatoires avec des pluies qui ne suivent pas le même rythme d'année en année. Et effectivement, dans nos grandes villes et puis dans les villes moyennes, on observe ces phénomènes d'inondation qui, en tout cas, pour la plupart, c'est vrai, on a des très fortes pluies, mais je pense que c'est des situations qui s'expliquent aussi par les aménagements que nous avons dans nos villes, les conditions d'installation des populations dans certains sites qui sont vraiment des zones inondables. Et d'autre part, vous avez aussi cité le lien, c'est la problématique des déchets, la gestion des déchets. Je pense que c'est une question importante. Quand nous voyons la ville de Bamako, il y a effectivement des canaux d'évacuation d'eau par-ci par-là. Mais que le rythme de nettoyage ou la citoyenneté même qui se pose au niveau de ces aménagements, ça pose un certain nombre de problèmes. C'est vrai que le gouvernement, en tout cas, a engagé un certain nombre de mesures. On sait très bien que tous ceux qui sont installés dans des zones inondables, il y a eu déjà des actions de sensibilisation en vue de les faire. Le déguerpissement, d'ailleurs, aussi. Mais là aussi, il y a des problèmes. Il y a des personnes qui ont été indemnisées, ils ont quitté les lieux. Et bon, normalement, ils doivent quitter les lieux, mais ils n'ont pas encore quitté. Donc, pour l'essentiel, je pense que c'est plutôt le comportement même des hommes qui est mis en cause. Et en plus, je pense qu'il y a la nécessité d'avoir un suivi réel au niveau des collectivités pour identifier vraiment les zones inondables. Parce que là, pour l'essentiel, c'est les gens qui bénéficient des titres de propriété qui ont été délivrés effectivement par des communes. Et là, je pense qu'il y a des vraies questions aussi à suivre à ce niveau-là. Comment laisser des populations s'installer dans des zones inondables au-delà de ces populations. C'est l'ensemble du coup des habitants de ces villes qui souffrent. Donc je pense qu'à ce niveau, il y a des mesures qu'il faut encore appliquer, et notamment en termes d'assainissement. Mais là, il y a l'application des textes et il y a aussi une vraie sensibilisation de ces populations. Il arrive que les gens, ces jeunes, ils ne connaissent pas le statut. Même les documents de propriété, ça pose un certain nombre de problèmes. Et là, c'est tout le rôle des agents au niveau des élus locaux qu'il faudra voir avec l'appui de l'État. Et sinon, là, c'est que l'année dernière, nous avons vu tout ce qui s'est passé déjà, comme vous l'avez dit. Avec à peu près 1000 décès. Voilà. 1000 décès, c'est quand même des chiffres assez conséquents. Donc, il y a de gros efforts à faire en termes d'aménagement, mais aussi en termes de citoyenneté. Je pense que c'est des choses aussi qu'on doit intégrer dans les quartiers. On puisse dire si on a un caniveau dans les quartiers, il faut pouvoir quand même nettoyer. Il faut pouvoir apporter un certain nombre d'assainissement, d'hygiène.
Mais là, on a l'impression que dans nos villes, la citoyenneté, ça s'arrête à la porte de notre maison, ce qui pose aussi un certain nombre de problèmes. Même là, souvent, ce n'est pas garanti. Voilà. Monsieur Traoré, qu'est-ce que vous pensez de ce sujet sur les inondations, voilà, sur l'assainissement, en autres? On parle d'inondations, c'est vrai. Voilà, docteur Keita a éventuellement dit pas mal de choses là-dessus. Mais c'est surtout sur l'assainissement et surtout le comportement des citoyens qui profitent des eaux de pluie pour pouvoir évacuer les déchets du domicile dans la rue. Oui, bon, c'est un problème récurrent. Chaque année, on a toujours ce problème-là. Mais il est temps que ça change, pourtant. Hein? Il est temps aussi que ça change. Oui, c'est ça, justement. Et d'abord, nous déplorons les décès, quand même, de nos compatriotes qui ont perdu la vie, quand même. Moi, je pense que, vraiment, bon, ça, c'est des accidents, on pouvait les éviter. Si on était, tant soit peu, un peu attentionné également. Bon, mais d'accord, nous prions pour le repos de leur âme. Ceci étant, je disais que c'est un problème récurrent chaque année. Bon, une chose qui se répète chaque fois, pourquoi ne pas trouver une solution? Bon, on a parlé du comportement des gens. Tout le temps, les mêmes comportements n'a pas changé, ne va pas changer. D'abord, il a parlé d'un problème très très important, à savoir l'attribution de l'eau. Quand on autorise des gens à aller construire quand même dans les lits des marigots ou bien les cours, comme on le dit en Bambara, Gitaboulorobla. Comment on peut autoriser ou bien donner le pouvoir à un élu de livrer un certificat pour quelqu'un d'aller construire sur ce territoire? Il y a que l'élu municipal, il y a le service chargé de l'urbanisation et tout ça qui délivre des autorisations. Il faut qu'on se pose la question de savoir. C'est pas l'argent qu'on a qui importe, mais c'est un de nos frères, un de nos parents qui meurt comme ça. Voilà. Bon, donc moi je pense que vraiment c'est un problème de responsabilité, de conscience. Il faut que nous sortons de ces habitudes-là, d'abord. Mais je vois que le gouvernement essaie de faire beaucoup d'efforts. Mais toujours c'est la même victime, parce que j'ai vu qu'ils ont démoli des maisons. J'ai vu à la télé des maisons ont été cassées pour permettre à l'eau de bien circuler. Bon, et ces personnes qui ont perdu leur maison, mais ils sont aussi des victimes. Mais qui leur a donné ces lots-là? Quels sont ceux qui ont autorisé la construction? Je crois qu'on doit remonter, faire des enquêtes, essayer de les traduire devant les tribunaux, devant tout le monde, pour que là, dans l'avenir, on ne puisse pas quand même assister à ces scènes-là. Mais ce que je vais vous dire, moi je viens de rentrer de la Côte d'Ivoire, mais le problème est encore récurrent encore. C'est nos pays africains. Mais à Abidjan, à Yopougon, à Moussoukro, à Bobo, mais c'est inimaginable. Vous avez l'impression d'être dans un... C'est-à-dire que tellement ils ont construit sur les caniveaux, finalement, c'est l'eau qui circule, quoi. On ne peut même pas... On dirait un fleuve. D'accord, M. Traoré. Moi, je pense que tout simplement, il faut que les autorités soient beaucoup plus sévères et que nous soyons sérieux. On dit qu'on n'autorise plus ces gens-là à délivrer et que les services qui sont impliqués, s'ils s'entêtent, il faut les traiter devant les tribunaux. Parce que c'est des humains, c'est des vies humaines qui sont... Vous avez tout simplement, vous l'avez dit, hein, c'est un problème récurrent, mais est-ce que, à vos yeux, les politiques suivent réellement? C'est pas en période de transition qu'on va dire que oui, les problèmes d'inondation ou le réchauffement climatique. Mais aujourd'hui, est-ce que réellement, avec ce qu'on voit, on peut dire que les politiques suivent? Fadima, il ne faut pas tout ramener aux politiques, je vous en prie. S'il vous plaît. Parce que c'est pas la question de la citoyenneté. Non, mais c'est les politiques qui définissent aussi comment sensibiliser, comment approcher les populations, faire quelque chose. C'est vrai que... Moi, je parle des autorités publiques. Monsieur Traoré, oui. Les politiques, c'est ceux qui posent quelque chose. Maintenant, est-ce qu'elles sont réellement appliquées, suivies et réajustées peut-être souvent? C'est la grande question. Mais qu'est-ce que vous comprenez qu'un directeur de l'urbanisme ou de la construction qui délivre une autorisation à construire sur un lit de marigot? Votre avis, les politiques suivent. Pour vous, les politiques suivent. Là aussi, il y a combien de gens qui demandent l'autorisation de construction?
Là, il y a plein de gens qui construisent, qui ne demandent même pas. Mais ils ont un service de contrôle devenu cassé au départ. Moi, j'ai juste une question, monsieur. Oui. Est-ce que vous trouvez que les politiques suivent? Non. Voilà, j'aime ma réponse. Non. Non, c'est vrai, il y a un problème de suivi. Hein. Il y a un problème. Il y a des textes. Il y a des textes qui sont tout à fait. Mais c'est que les textes ne sont pas mis en œuvre à hauteur de souhait. Effectivement, il n'y a pas de suivi. Et moi, j'ai un peu travaillé sur la question foncière à Bamako dans le cadre de ma thèse. Sur le rôle de la diaspora dans la transformation de la ville de Bamako. Comme je l'ai dit, il y a plein de gens qui ne prennent pas déjà de permis de construction. Maintenant, et c'est là le souci. Et quand les services d'urbanisme arrivent sur les sentiers, ils ne vont pas casser, mais ça se négocie. C'est ça tout le problème aussi. C'est-à-dire qu'ils ne cassent pas, mais ça se négocie. Donc ça veut dire qu'effectivement, les textes sont là, mais c'est la mise en œuvre des textes qui pose problème. Pourquoi, voilà, quand on délivre aussi les documents fonciers, moi je dirais même, il faut aller peut-être c'est un peu ironique, mais il faut le dire, peut-être qu'il faudrait aussi glisser une feuille qui oblige à ce que celui qui a le terrain prenne ça comme procédure à demander une autorisation et tout avant de pouvoir poser une petite pierre. C'est un peu ironique, je sais, mais peut-être que le Mali aussi aujourd'hui doit rentrer dans ce genre de cheminement. Parce que quand on a les moyens de pouvoir acheter un terrain et de pouvoir de surcroît acheter un terrain en titre foncier, on suppose on a quand même investi sur un terrain sur lequel il faut après avoir un bien à peu près raisonnable. Hein. Maintenant, c'est vrai aussi qu'on dirait que ça dépend de la bourse de tout un chacun, mais bon. Non, mais c'est quand même important. Vous imaginez, dans ces zones-là, c'est souvent quand même des bâtiments d'un certain niveau. Hein. Souvent, ce ne sont même pas que des bâtiments précaires. Ça veut dire que ce n'est pas que des gens qui n'ont pas que les moyens. C'est souvent des gens même qui ont les moyens et qui vont s'installer dans ces zones. En fait, la problématique foncière dans nos villes, ça va au-delà de tout ça. Hein. Bon, vous voyez, je vous assure qu'il n'y a pas 3 jours, dans un quartier ancien comme Bamako-Croix, je voudrais, dans notre grande famille, on a des magasins, je voudrais monter un étage. J'ai commis les services d'un architecte. Il a fait le plan et tout, on est d'accord sur ça. Mais vous savez, pour l'autorisation de construire, il me dit non, ne vous en faites pas. Quand ils vont venir, je vais les négocier. Ouais. C'est la raison pour laquelle j'ai arrêté les travaux. J'ai dit non, pour moi, je vous paie en tant qu'architecte conseil. Si vous avez l'autorisation de construire, vous venez, je vous fais le premier décaissement de 30%. Il est à ce niveau. Et je vais vous dire, lorsque nous allons commencer à mettre les premières briques, il va y avoir les gens qui vont se pointer. C'est ça. Et ça se passe comme ça. Mais moi, je dis, je ne donne pas un copain. Je ne donne pas. Il faut que nous sortons de ça, Fatima. Parce que quand vous voyez souvent, dans les quartiers précaires, là, des gens qui ont construit dans les lits des marigots, c'est inimaginable. Je me dis, c'est fait quand si vous allez, il y a un pont tordu, on dit pont tordu, vers Mayambougou. Oui. Mais quand vous voyez, ils sont dans les lits du Non, ça c'est vraiment dans les lits du fleuve. Hein. Mais comment ils sont plein comme ça. C'est comme dans les collines là. Où il n'y a pas d'autorité. Bon, c'est ce qui fait que nous, au moins, c'est pas pour jeter la fleur à nos jeunes de Bamako-Croix. Nous avons décidé que chez nous, on a mis tous les jeunes qui sont là, pleins de chômeurs, curage de tous les caniveaux. C'est ça, les actions citoyennes. Ce sont des actions citoyennes, voilà. Exactement. Et ils ont fait du bon travail. Pour nous revenir à notre sujet de politique, ça veut dire que les politiques peuvent aller dans ce sens de développement des actions citoyennes plus élargies, en tout cas. Aujourd'hui, on voit le ministère de la Jeunesse qui fait plus ces actions-là que le ministère attitré. Il faut le dire. Bah oui. On voit plus ce ministre Fomba que je salue ici sur ce plateau à travers la jeunesse qui font plus ces actions-là. Il faut le dire. Mais il y a les populations à l'intérieur des quartiers aussi qui doivent prendre ces genres d'initiatives. En réalité. Surtout, ouais. C'est surtout, les populations doivent s'organiser. Effectivement, dans nos rues, quand vous voyez, dans nos rues, il y a plein de jeunes. Mais juste, il faudra leur parler. Vous leur donnez les petits moyens. Nous avons expérimenté aussi dans notre quartier. Les petits matériels pour nettoyer. Justement. Et là, tout de suite, ils vont se mettre. Mais il y a des quartiers où ce dialogue-là aussi n'existe pas. Il faudra vraiment avoir un dialogue de proximité avec les jeunes. Tout à fait. Les donner les petits moyens, ils vont se mettre à faire le travail. Mais sans ce dialogue-là aussi,
Et c'est vrai que les gens ne prennent pas d'initiative. Je pense qu'il y a un manque de communication. En fait, le rôle de l'État est là. Hein. Le rôle de l'État, des services publics, vraiment, c'est un rôle central. Mais les communautés dans les quartiers doivent aussi s'unir, travailler sur... Le doute n'est pas sur le rôle de l'État, à savoir si elle est là ou pas. Je pense qu'elle est là, mais on remarque quand même une certaine insuffisance. Monsieur, parce que on va... les taxes, quand on va demander aussi de payer des taxes pour permettre aux services publics de fonctionner normalement, il y a combien de propriétaires de maisons qui payent aussi les taxes, c'est autre chose. Ça aussi, c'est un autre sujet. Mais docteur, on va essayer de... Fadima, excusez-moi, il y a un phénomène beaucoup plus grave qui est là, au vu de tout le monde. C'est lorsque l'incident se produit qu'on voit. C'est ça. Vous avez vu que dans tous les quartiers, les gens ont fini de donner en location toutes les maisons. Ils construisent maintenant des kiosques. C'est ça, devant les maisons. Devant les maisons. Sur les routes. Ouais, et qui sont là, qui sont les fausses. Les quartiers qui ont connu, par exemple, les premiers quartiers, comme où il y a les Blancs ont fait, nous avons des fosses, tout. Et ça, c'est totalement obstrué. À peine si vous pouvez même passer avec votre voiture. Alors, je vais vous donner un secret de polichinelle, comme quoi, même si les habitants essayent de dénoncer cela en faisant un courrier à la mairie, mais la mairie ne fait rien. Je suis la preuve vivante. Moi, je suis victime de ça. La mairie ne fait rien du tout de ça, malgré les relances. Donc, c'est pour dire quoi alors ? C'est carrément ça. C'est comme les deux ici. Voilà, ce sujet, je pense en réalité, je pense que les politiques sont réellement insuffisantes. Voilà. Et il faut le dire, il faut que les têtes tombent. Donc, il ne faut pas être étonné lorsqu'il y a eu la chose depuis, il y a une inondation, dire que c'est maintenant, non, depuis les faits, depuis Anna. Voilà, tout à fait. Messieurs, on va aller à tout autre sujet. Il s'agit de la migration. Voilà, la migration. On a un spécialiste sur ce plateau. Il s'agit de Dr Boulaye Keita, enseignant-chercheur, consultant. Voilà, il est vraiment calé sur les sujets de la migration. Monsieur Boulaye, on veut savoir quelle est la situation, quelle analyse faites-vous de la situation des Maliens à l'étranger? Maliens à l'étranger, merci beaucoup. Le Mali, comme vous l'avez dit, nous sommes un pays de départ. On a une communauté importante qui vit à l'extérieur, beaucoup plus dans les pays africains et dans une moindre mesure dans les pays européens et asiatiques. Et puis, voilà. Les statistiques qui sont aujourd'hui disponibles venant des différentes sources tournent autour de 6 millions de Maliens établis à l'extérieur. Le Mali, donc cette diaspora, c'est une diaspora qui est très engagée pour le soutien au pays en termes de transfert des fonds. Les chiffres de 2022 sont autour de 793 milliards de fonds envoyés par les Maliens établis à l'extérieur, et ça par les canaux officiels. Certaines sources estiment au double quand on prend en compte les canaux informels, les commerçants qui voyagent avec de l'argent liquide dans les valises, et aussi donc, qui intervient en soutien aux familles. Donc ça représente à peu près entre 5 et 6% du PIB en fonction des années. En même temps, on a une composante intellectuelle qui intervient aussi en appui aux structures nationales dans le cadre du renforcement des capacités des ressources humaines, à travers des intellectuels maliens qui sont dans des grands laboratoires de recherche dans les pays du Nord, et aussi peuvent être dans des enseignants-chercheurs, des médecins de très haut niveau ou des ingénieurs qui interviennent aussi à la demande du pays pour accompagner. Bon, d'autre part, c'est que nous avons aussi une diaspora qui est confrontée à des défis de la migration irrégulière. C'est des milliers de jeunes Maliens qui prennent la route annuellement pour aller à la recherche de meilleures conditions de vie, qui malheureusement conduit aussi à des nombreux cas de décès ou de cas de traumatisme sur les routes migratoires. En 2024, l'Espagne a accueilli plus de 15 000 Maliens qui ont traversé l'Atlantique, sur la voie de l'Atlantique essentiellement. Et en même temps, vous constaterez les efforts de l'État à travers le ministère en charge des Maliens extérieurs dans le cadre des opérations de rapatriement. En 2024, il y a plus de 12 000 Maliens qui ont été rapatriés dans des conditions d'urgence venant de la Libye, de l'Algérie, en majorité aussi de l'Arabie Saoudite. Mais cette année 2025, nous sommes une année exceptionnelle où déjà on a pratiquement dépassé les 13 000.
avec près de 10 000 cas déjà, essentiellement de la Mauritanie. Justement, je voulais vous demander, par rapport à la Mauritanie, les Maliens veulent savoir. On n'a pas trop compris, la Mauritanie, c'est un pays voisin. C'est vrai, c'est pas l'espace ni CEDEAO, ni AES. Nos compatriotes, nos frères et sœurs maliens qui sont dans ces zones, on a pu voir leurs cris de détresse. Il y a eu quand même des vidéos qui ont fait peur, une certaine agressivité à leur endroit. Voilà, ils se sont sentis pas en sécurité, on dira. En fait, c'est vrai depuis un certain nombre depuis pratiquement le début de l'année, hein. Depuis le début de l'année, avec un renforcement du contrôle à l'encontre des étrangers vivant en Mauritanie. Bon, déjà, je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments. Vous l'avez dit, hein, la Mauritanie, c'est un pays ami, frère, très proche du Mali, où nous avons une convention d'établissement de libre circulation signée depuis 1963, qui exempte du coup des Maliens de prendre des titres de séjour en Mauritanie et vice-versa, les Mauritaniens aussi, et qui peuvent s'installer et travailler. Mais là, c'est vrai que la Mauritanie, depuis quelques années, a réélu sa politique migratoire avec des conditions de plus en plus difficiles. Et moi, j'ai eu la chance de suivre, il y a eu des actions depuis le mois de décembre, quand le Mali a senti qu'il y a un certain nombre de difficultés concernant nos compatriotes. Il y a eu des actions diplomatiques de haut niveau et pour discuter exclusivement du sort des Maliens en Mauritanie. Bon, c'est que les autorités mauritaniennes avant, c'est vrai, on a un accord de 1963, mais au regard des évolutions aujourd'hui liées au terrorisme, à la criminalité transfrontalière, il y a une nécessité de revoir. C'est qu'à ce jour encore, la convention n'est pas réélue, mais la Mauritanie a passé à autre chose. C'est que désormais, ils ont instauré un titre de séjour pour l'ensemble des étrangers qui vivent. Ça veut dire qu'elle viole les textes, en tout cas, quelque part. En tout cas, du moment que la convention, c'est évident. C'est une violation, il faut avoir le courage de le dire. Et là, ils ont instauré effectivement le titre de séjour pour l'ensemble des étrangers, y compris bien sûr les Maliens, ce qui n'est pas prévu dans le cadre de la convention. Et même là encore, c'est que des conditions ne sont pas encore claires par rapport à ces. Même si les gens ont la volonté de pouvoir prendre ce type de séjour, rien n'est encore clair à ce jour pour dire voilà les mécanismes par lesquels vous devrez passer. C'est plutôt vraiment un contrôle très très difficile où les gens peuvent être arrêtés à la maison, dans les chantiers ou partout. Et une fois qu'ils sont arrêtés, et une fois que l'identité est plus ou moins établie, et ils sont pris et puis expulsés à la frontière. Et souvent dans des conditions extrêmement difficiles. Comment les Maliens sont pris en charge là-bas? Parce qu'il y a certains qui ont quand même décrié. C'est vrai qu'on a vu le ministre des Maliens de l'extérieur se rendre sur place, rassurer les Maliens là-bas. Mais après tout ça, est-ce que réellement les Maliens sont bien pris en charge? C'est qu'au niveau de la Mauritanie, ils ont mis en place un certain nombre de centres de rétention en attendant d'expulser les gens. Ils ont ouvert un certain nombre de centres où, en tout cas, l'ambassadeur du Mali en Mauritanie se déplace pour voir les conditions dans lesquelles nos compatriotes vivent et en même temps, il prend des dispositions aussi pour communiquer sur les opérations d'expulsion. Au niveau de la frontière, effectivement, le département en charge des Maliens de l'extérieur a mis en place un dispositif d'accueil avec les autorités locales, les élus locaux, les chefs de village. Une fois que nos compatriotes traversent la frontière, ils sont accueillis à ce niveau et après les moyens leur sont donnés aussi pour rentrer dans les localités d'origine. Mais comme je l'ai dit, ce qui est impressionnant, c'est le nombre. Du mois de mars à maintenant, il y a plus de 10 000 personnes qui ont été concernées par ces opérations. Ça, c'est essentiellement de la Mauritanie. Quand on prend les autres pays, on est déjà dans les 13 000, 14 000 rapatriements ou expulsions depuis le début de l'année. Mais il y a ce dispositif effectivement de l'État qui est en place ici à Bamako. Vous voyez en rapport avec l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM. Ces opérations sont organisées depuis la Libye, l'Algérie ou d'autres pays. Maintenant, la question qui se pose, c'est par la suite le suivi et le processus de réintégration. Là, ça reste quand même une problématique. Des efforts sont certes là, mais les demandes aujourd'hui dépassent les capacités des acteurs qui veulent dans le domaine, que ce soit les organisations internationales ou les réponses mises en place aussi par l'État. Sinon, de gros efforts sont quand même là pour identifier les gens. Certaines sortes de prisons
pour venir directement. Donc, il y a même souvent besoin d'assistance psychologique psychologique, sanitaire et autres. Sanitaire. Donc, quand ils arrivent, effectivement, le gouvernement malien a déjà mis en place un centre d'accueil qui fonctionne depuis 2018, où pratiquement tous les compatriotes qui arrivent dans ces opérations sont accueillis à ce niveau pendant quelques jours, ou disposent d'un accompagnement psychosocial, qui sont également pris en charge avant de rentrer. Donc là, on est du coup dans une migration qui reste partagée entre ces effets liés au développement, comme je le disais dans un premier temps, et puis une migration aussi qui est au cœur des défis migratoires. Bon, en réponse à tout ça, c'est vrai, l'État a développé une politique nationale qui est le cadre de référence et le champ d'intervention aussi de l'État, mais également des partenaires. Mais aujourd'hui, les défis restent encore là. Et je pense que ces efforts doivent être encore renforcés davantage. Je pense que c'est tout l'intérêt récemment. Le département a lancé le processus de révision de la politique nationale de migration pour prendre en compte ces nouveaux changes dans le champ de la migration. Les questions liées au changement climatique, les questions liées au genre. De plus en plus, il y a des femmes aussi qui sont engagées dans ce processus. D'autres dimensions aujourd'hui, nous sommes dans l'AES. Quelle politique migratoire et régionale à l'échelle de l'AES? Ce sont des questions importantes qui sont là. Mais au-delà de tout ça, comment amplifier le rôle de la diaspora dans le développement économique du pays? D'accord, c'est la question que je vais notamment là, poser à M. Traoré. Docteur Keïta, moi je voudrais savoir, et je pense que les Maliens aussi, c'est de dire, maintenant aujourd'hui, on voit que les politiques migratoires ont tendance à vraiment changer. Par rapport à plusieurs pays, on a vu dernièrement avec les États-Unis qui a fait grand bruit. Tout le monde revoit un peu sa politique migratoire et fait en sorte que les migrants soient de moins en moins dans leur pays. Tout à fait normal aussi. À côté de ça, il y a aussi ce qu'on appelle la géopolitique. Donc, combiner les deux, qu'est-ce que vous pensez que le Mali doit faire, notamment pour pouvoir protéger, rassurer les compatriotes qui sont hors du pays? Non, c'est vrai, vous avez tellement raison. L'Union européenne a adopté le pacte sur la migration l'année dernière, en 2024, qui a rendu des conditions d'accès difficiles encore au territoire européen. Mais au-delà de ça, c'est la capacité aussi de l'Union européenne à discuter avec des pays africains qui deviennent pratiquement des barrières aussi. Nous avons suivi, moi aujourd'hui je ne suis pas dans un rôle de conseil technique, je peux le dire, nous avons vraiment suivi tout l'appui que l'Union européenne et l'Espagne ont donné à la Mauritanie l'année dernière, c'est des centaines de millions d'euros pour tout simplement stopper les flux de migrants qui arrivent par ce pays. Ça se passe avec d'autres pays comme l'Algérie, comme le Maroc. Moi, je pense que là, ce qui manque, c'est une vision africaine de ces questions migratoires. On parle beaucoup plus de l'Europe, mais les problèmes sont beaucoup plus centrés dans les pays africains. Comme je l'ai dit, 90% des Maliens se retrouvent dans d'autres pays africains. Mais là, au niveau africain, aujourd'hui, on manque de cette vision commune. Comme l'Union européenne a une vision commune, ils ont le pacte européen. Mais nous, c'est au cas par cas. C'est-à-dire que si l'Union européenne peut négocier avec la Mauritanie, donc c'est tant pis pour les autres Africains. Donc cette vision, je pense que ça manque au niveau africain. Et la nécessité, c'est d'aller effectivement vers des accords de protection. C'est-à-dire, il faudra trouver les moyens d'organiser. Vous imaginez aujourd'hui pour un jeune qui veut migrer en Europe, mais c'est quasi impossible. C'est tellement difficile. Et si on n'a pas vraiment de canaux officiels de migration légale avec ces pays, malheureusement, les gens vont continuer à emprunter ces routes avec les conséquences que nous voyons à longueur des journées. Je pense que c'est aussi la capacité ensemble au niveau africain de pouvoir discuter avec des pays d'accueil pour recevoir les gens en toute sécurité. Parce que là, en réalité, les défis démographiques en Europe aussi sont connus. Et ils ont besoin d'une main-d'œuvre, notamment de la main-d'œuvre africaine. Mais il y a très peu de dialogue à ce niveau entre l'Afrique et l'Europe. Je pense que c'est la seule manière aussi de sauver des vies. Parce qu'il y a des outils qui ont été adoptés, comme le pacte mondial, les outils ou des ODD en lien avec la migration. Mais la mise en œuvre encore, ça pose problème. L'engagement des uns et des autres dans la protection des migrants, ça reste problématique. D'accord. J'aurais une dernière question, je vais revenir vers vous. Monsieur Traoré, par rapport aux Maliens qui sont cette diaspora qui contribue quand même à hauteur de pas mal de milliards, ça s'échiffre à presque pas loin de 700 milliards en tout cas, beaucoup plus que l'aide au développement. Mais aujourd'hui, est-ce que le Mali arrive vraiment à tirer gain de cause de cela? Ça, c'est la première question. Et deuxièmement, si ce n'est pas le cas, comment tirer gain de cause de cela, sachant
que la plupart des pays aussi revoient leur politique migratoire et le contexte géopolitique rajouté à toutes ces guerres. D'accord, merci pour la question. Vous savez que la diaspora, c'est-à-dire ce qu'on appelle les transferts sans contrepartie des travailleurs immigrés, constitue un des éléments postes importants dans l'élaboration de ce qu'on appelle la balance des paiements. Donc, ça veut dire que ce que les travailleurs immigrés envoient dans leur pays d'origine, c'est souvent plus important que l'aide budgétaire apportée par nos amis de l'extérieur. Deux fois même souvent. Voilà. Donc, nul n'ignore le rôle, effectivement, de la diaspora dans le développement d'un pays. Vous savez, il y a eu une évolution par le passé. C'était l'envoi des fonds qu'on appelle transferts unilatéraux. Vous avez assisté maintenant à une seconde phase. Ils n'hésitent pas à venir investir directement des projets de développement, des centres de santé, des écoles, et ainsi de suite, dans les villages d'origine. Donc vous allez dans la première région du Mali, vous allez voir qu'il y a des centres assez ultra modernes. Tout ça, c'est le financement de la diaspora. C'est pour vous dire le rôle et l'importance de la diaspora dans le financement du développement de nos pays. Cependant, moi je suis totalement néophyte. Ce qui me choque en tant que Malien, nous savons que par le passé, les Maliens ont toujours été des immigrants. On est toujours parti à l'aventure, bien avant d'autres pays. Mais je crois que ce rôle que jouent les immigrants, les autorités, les pouvoirs publics ne le donnent pas en conséquence de considération. Je m'explique. Moi, je ne peux pas comprendre, quand je regarde souvent la télé, des milliers de nos jeunes, de braves jeunes, qui aillent se faire noyer dans la Méditerranée, des bateaux qui chavirent avec des milliers et des milliers. Et puis le traitement des déshonorants qui subissent nos compatriotes dans ces pays maghrébins. Souvent on a les larmes aux yeux. Et qu'est-ce que l'État fait, le pouvoir public fait par rapport à ces États? Moi je me dis, de toutes les façons, nous sommes en relation. Il y a au moins un minimum de respect et de considération pour l'être que nous sommes. Excusez-moi, seuls les immigrants de l'Afrique subsaharienne qui sont traités de la sorte, en Libye, au Maroc, en Tunisie. En Algérie. J'ai été voir en Tunisie, en Algérie. C'est-à-dire à perte de vue, quand tu vois des huttes, des jeunes filles, des jeunes garçons, valides qui sont là couchés, qui attendent des occasions pour prendre la mer. Merci beaucoup, M. Traoré. Je vais poser la question à Dr Boulaye. Qu'est-ce que l'État fait et qu'est-ce que l'État est censé faire? Alors, qu'est-ce que l'État fait? C'est ce que je disais. En tout cas, le Mali a une certaine vision, il faudra les reconnaître, parce que le Mali dispose d'une politique nationale de migration depuis 2014, dont le processus de lecture est en cours. Et, comme je l'ai dit, et ça vient d'être dit tout de suite par M. Traoré, c'est quelle gestion faisons-nous de la migration au niveau africain? Parce que là, ces violences, en réalité, c'est en Afrique. Ces violences, c'est vraiment... On parle beaucoup plus des flux de migration vers l'Europe, mais toutes les violences, les cas de traite, c'est plutôt dans les pays africains. C'est pourquoi je dis que là, ça manque cette vision africaine. Ça revient à dire effectivement comment même nous finançons aussi ces politiques publiques en matière de migration. Si on pense que le Maroc, c'est vraiment la frontière de l'Europe, la Tunisie, c'est la frontière de l'Europe, maintenant, il y a même d'autres pays beaucoup plus proches de nous qui pensent qu'ils sont la frontière de l'Europe. Mais nous-mêmes, au niveau africain, qu'est-ce que nous faisons au-delà de ça? Parce que c'est là l'enjeu, en fait. Au Mali, il y a certes une politique nationale qui est adoptée depuis, qui bénéficie effectivement d'un soutien important de l'État, mais aussi des partenaires internationaux, il faudra les dire, avec des programmes de prévention, mais qui doivent encore être renforcés davantage au sein des communautés locales, et tout comme les projets dans ce domaine-là, souvent avec les partenaires européens,
j'ai la chance de participer à un certain nombre de... Les partenaires européens, mais aujourd'hui, il y a le discours aussi... un projet à Bruxelles et dire que ce projet-là va permettre d'empêcher les jeunes de Yélimanais à lui proposer une enveloppe de 1 000 euros. Sachant qu'il aurait mis 5 000 ou 10 000 euros pour arriver. Donc, il y a quand même l'incohérence entre ces initiatives et les vrais problèmes. Quelqu'un qui risque sa vie, qui a risqué sa vie, on ne pourra pas lui proposer une enveloppe de 1 000 euros ou 2 000 euros pour lui dire non, il faut retourner à Caille ou je ne sais où, à Djema pour travailler. En fait, il y a une déconnexion totale de ces initiatives et les vrais problèmes de la société. Docteur Keita, est-ce que ça aussi c'est une vraie solution par rapport à cette migration? Est-ce que la solution ne doit pas venir de nos pays à la base, en fait. La vraie solution pour moi, il s'agit de prendre la migration, mais de prendre l'ensemble de la problématique de la jeunesse dans les zones de départ, avec des initiatives concrètes qui puissent donner de l'espoir, des initiatives qui peuvent croire aux jeunes, qui peuvent réussir sur place sans migrer en fait. Mais tant qu'il n'y aura pas ces initiatives, tant qu'on n'aura pas des projets d'un certain niveau qui puissent travailler les jeunes, par exemple d'une communauté villageoise, et que d'autres vont continuer à aller en France, venir pour des congés, prouver que vraiment ils ont reçu, les gens vont continuer à partir. Donc c'est l'efficacité des initiatives en termes de projets aujourd'hui mises en œuvre qui pose problème. Je suppose que dans notre politique nationale de migration, ça prend en charge tout ça. Oui. Mais est-ce qu'elle est mise en œuvre à ce niveau? C'est-à-dire que la mise en œuvre est assurée au cas par cas, mais comme je le dis, c'est encore l'efficacité des initiatives qui souvent ne sont pas en cohérence avec les besoins réels des populations. Comme je le dis, avec les opérations de rapatriement de l'OIM, quand les gens arrivent, on leur propose maximum une enveloppe de 600 à 700 000. 600 à 700 000, quelqu'un qui a risqué sa vie d'aller jusqu'en Libye, est-ce que avec 600 ou 700 000, il pourra faire quoi? Il va se dire que bon, je viens faire des vacances 7 mois, 6 mois, après je retourne encore. Donc c'est plutôt des solutions durables avec un accompagnement, un suivi réel de ce que l'État pense accompagner ou les partenaires pour qu'ils puissent rester et croire qu'ils peuvent aussi rester sur place. D'autre part, c'est de faire la promotion des gens qui n'ont pas migré. Mais avec effectivement l'accompagnement des médias aussi, pour dire qu'on peut réussir effectivement sans migrer ou réussir après la migration. Donc, donc les actions qui sont en cours, il faudra vraiment les renforcer davantage pour impacter positivement sur la gestion de la migration régulière. Sinon, les gens vont toujours partir. Ça sent bien que ça peut aboutir vraiment à un destin fatal. D'accord, merci beaucoup messieurs. Nous sommes à la fin de notre entretien d'aujourd'hui. Voilà, des très bons sujets. Et je vais laisser Dr Keita. Dr Keita, vous allez dire un dernier mot pour dire au revoir à nos téléspectateurs. En tout cas, merci beaucoup pour cette initiative. Je pense que ça nous a permis d'aborder un certain nombre de questions, en tout cas des questions qui sont vraiment importantes au cœur de notre société. Et personnellement, je me réjouis. C'est des questions vraiment des jours. Inch'Allah, à chaque fois que cela est nécessaire, nous serons là. Merci beaucoup à vous. Monsieur Traoré, dernier mot pour dire au revoir aux téléspectateurs. Merci Fadima. Je remercie d'abord Mandé TV pour avoir quand même eu l'initiative de débattre des questions quand même qui sont d'importance nationale, surtout le problème migratoire. Et nous parlons d'économie, nous parlons de finances, mais vous savez que les Maliens ont toujours quand même vécu à l'extérieur. Et là, c'est un filon, moi je dirais même que comme l'or et le coton, vraiment si les autorités pouvaient gérer vraiment les flux migratoires pour les Maliens, ce sera quand même un important moyen de financement de notre développement aussi. Donc je pense qu'il faut affronter dans ce sens-là. Je vous remercie M. Keita pour toutes les informations mis à notre disposition. Merci beaucoup, Monsieur Traoré. Monsieur Cheikh Fanta Madi Traoré, il est économiste de formation, consultant, gérant associé au cabinet d'audit FIBA Africa Consulting. Monsieur Keita, merci beaucoup. On se dit à la prochaine. Très bientôt, merci. Aussi avec Dr Boulaye Keita, enseignant, chercheur, consultant, spécialiste sur les questions migratoires. Dr Keita, merci beaucoup. Merci. On se dit à la prochaine sûrement. Merci. Téléspectateurs de Mandé TV, vous restez sur les ondes de Mandé TV et vous pouvez aussi revoir tout ça sur nos pages Facebook Mandé TV Reflet du Mali. Je salue la régie qui a enregistré cet enregistrement. On se dit à la prochaine.